13h, Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire de cette édition. Le traditionnel conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu hier sous la direction du président de la République. Le gouvernement a statué sur des sujets d'intérêt national tels que l'économie circulaire, l'amélioration des conditions de travail, la création annoncée d'une nouvelle autorité administrative, l'Observatoire national de la détention. Le résumé à suivre. Le droit des Ivoiriens à une alimentation adéquate est toujours au cœur des préoccupations gouvernementales et est rappelé à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. La déclaration du gouvernement vous sera proposée dans ce 13h. Et nous retenons de l'actualité hors de nos frontières. Au Congo-Brazzaville, les ministres sont privés de voyage à l'étranger jusqu'à la fin de l'année 2024. Des mesures d'ordre économique dans le but de réduire le train de vie de l'État qui connaîtrait des tensions de trésorerie. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu hier en Côte d'Ivoire, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Nous retenons des décisions prises d'une ordonnance portant sur la répression de la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à un agrément tel que le café, le cacao, le coton et l'anacarde. Il est ainsi question pour le gouvernement d'endiguer le fléau de la fuite des produits et son corollaire de perte pour l'économie ivoirienne. Je vous propose de suivre la synthèse des décisions prises au cours de ce conseil. Synthèse rapportée par Mahama Traoré. Délocalisé depuis plusieurs mois à la salle des pas perdus, le Conseil des ministres reprend ses droits dans la pièce qui lui est dédiée au palais de la présidence de la République depuis 1961. Le chef de l'État et ses ministres retrouvent des locaux relookés après des travaux de rénovation qu'a connu le bâtiment principal du palais présidentiel. Pour ce qui est des mesures arrêtées à l'issue de cette réunion, il est à noter cette ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles tels que le café, le cacao, le coton et l'anacarde. Cette ordonnance prévoit des sanctions plus sévères ainsi qu'un mécanisme de prévention à l'échelle locale pour contrer durablement la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Ainsi, sans préjudice des sanctions en vigueur, notamment celles prévues par le Code pénal, les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région. Ces comités régionaux sont chargés de sensibiliser les populations, de veiller au renforcement des capacités opérationnels des éléments dédiés et de réprimer ces actes illicites en liaison avec les juridictions compétentes. Engagé à traquer les faussaires de l'économie ivoirienne, l'État porte aussi son attention sur la situation des personnes incarcérées. Un projet de loi adopté lors de ce Conseil des ministres concerne la création de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante qui aura pour mission de prévenir la torture et autres traitements inhumains dégradants. Cet observatoire a pour mission d'effectuer des visites régulières dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et de veiller à la mise en place de mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les enfants, en vue de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention. Autre mesure phare concernant cette fois le secteur de la santé, ce décret portant recrutement et définition du statut des internes en odontostomatologie de Côte d'Ivoire. Ce décret institue, en complément de l'internat en médecine et en pharmacie, l'internat en odontostomatologie ou en chirurgie dentaire. L'internat d'odontostomatologie contribuera à préparer les étudiants à une carrière universitaire dans les spécialités liées
au domaine de l'odontologie, mais également à apporter un appui au système de santé en ressources humaines de qualité par leur présence et intervention dans les hôpitaux publics, les établissements hospitaliers et les instituts spécialisés du pays. Les internes seront recrutés par voie de concours, organisés conjointement par les ministères en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, selon les besoins du système de santé. Soucieux de l'amélioration des conditions de travail, le gouvernement vient d'adopter 5 décrets portant entre autres sur la durée du travail, la durée de la période d'essai, la situation des délégués syndicaux et les obligations des employeurs. En application du Code du travail et des recommandations de l'Organisation internationale du travail, ces différents décrets concourent à la promotion du travail décent, à savoir un emploi qualifié, offrant un salaire équitable, une protection sociale et des conditions de travail sûres. À cet effet, ils actualisent respectivement le dispositif existant sur la durée du travail et la période d'essai, réorganisent les modalités d'exercice des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et insistent sur les obligations de l'employeur relativement à la santé, à la sécurité et à la dignité du travailleur. Une annonce pour clore ce conseil, c'est la désignation du ministre délégué Wotabuna Ouattara en qualité d'administrateur de la Côte d'Ivoire pour le nouveau groupe Afrique du FMI, Fonds monétaire international. Un choix motivé par la riche expérience de diplomate et d'économiste, spécialiste des questions d'intégration sous-régionale. Wotabuna Ouattara débutera sa mission à Washington dès le 1er novembre prochain. Nous poursuivons avec un sujet d'ailleurs sur la diplomatie. Une mission de plaidoyer du Parlement panafricain était au Sénat de Côte d'Ivoire. Il sollicite l'appui du Sénat ivoirien pour que la Côte d'Ivoire ratifie les différents protocoles qui protègent les citoyens vulnérables, à savoir les personnes handicapées et les personnes âgées. C'est un plaidoyer de la Commission de l'égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées du Parlement panafricain. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Maria Madao Gabala, sénatrice ivoirienne et présidente de la Commission de l'égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées du Parlement africain et une dizaine de parlementaires issus du continent ont tourné dans les pays membres de l'Union africaine pour un plaidoyer et en vue de les sensibiliser sur la nécessité de la ratification et de l'intégration des dispositions des protocoles adoptés par l'Union africaine. La délégation est au Sénat pour une séance de travail avec la présidente Kandia Kamisoko Kamara et plusieurs membres de son bureau. Différents protocoles que nous avons élaborés, protocoles sur les personnes handicapées, protocoles sur les personnes âgées et une loi type aussi qui protège les droits des personnes handicapées. Et nous sommes venus présenter ce travail à Madame la Présidente et demander le soutien du Sénat pour que la Côte d'Ivoire ratifie ces différents protocoles qui en fait protègent les citoyens vulnérables, à savoir les personnes handicapées et les personnes âgées. Le document ressassant le travail abattu par la Commission de l'égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées a été réceptionné par la présidente du Sénat. La Commission continue son plaidoyer en Côte d'Ivoire. Elle est attendue à l'Assemblée nationale. Le gouvernement ivoirien fait le point sur ses missions pour l'accès régulier des populations à une nourriture saine et suffisante. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation. Dans une déclaration officielle, le gouvernement a rappelé les mesures prises pour limiter les ruptures d'approvisionnement, notamment en période de crise sanitaire. Suivons ce point de Walter Amadou Ouattara. Les États membres de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, célèbrent la Journée mondiale de l'alimentation. L'édition 2024 est commémorée autour du thème « Le droit aux aliments au service d'une vie, d'un avenir meilleur, ne laissez personne de côté ». La Côte d'Ivoire ne s'est jamais dérobée de cette obligation fondamentale envers ses populations. Bien au contraire, pour mieux affirmer cet engagement, la Côte d'Ivoire adhère à tout pacte en lien
avec ce droit à l'alimentation dont le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1992. Le respect de ce droit se traduit par le développement de plusieurs projets et programmes par l'État, dont l'une des visions est l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Cette volonté du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a été clairement affichée par la mise en exergue du volet production vivrière, qui est un segment qui a été ajouté à notre département ministériel. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de production vivrière, ne manque pas de citer quelques acquis liés au partenariat technique et financier. Le PNIA, dans sa globalité, est un plan stratégique destiné à accroître les investissements publics et privés dans le secteur agricole. La première phase de PNIA a été mise en œuvre de 2012 à 2016 au sortir de la crise militaro-politique. Le PNIA de deuxième génération, démarré en 2017, il vise une croissance annuelle de 9% dans le secteur agricole d'ici 2025 par la transformation structurelle de notre économie agricole. Cette croissance est basée sur une approche dite d'agropole. Cette journée est une opportunité pour Kobena Kwasi Adjoumani qui exhorte tous à la conjugaison des efforts afin de faire face aux pertes post-récolte. Le programme national de soutien à la transformation des produits vivriers pour les petites et moyennes entreprises agricoles s'avère comme une solution déjà en implémentation. Les universités en Côte d'Ivoire sont ouvertes depuis le mois de septembre pour une nouvelle année académique. Près d'un mois après, nos reporters nous éclairent sur la gestion de la vie estudiantine. L'Université Polytechnique de San Pedro nous ouvre ses portes. Elle accueille plus de 400 étudiants dans ses 3 écoles d'ingénieurs et ses 4 universités de formation et de recherche. Nos reporters font le constat d'une vie estudiantine disciplinée. Jean-Marc Djadji. San Pedro, deuxième région économique de Côte d'Ivoire, après le district d'Abidjan, abrite depuis 2021 une université polytechnique, une fierté pour les parents d'élèves de la localité. Nous sommes très contents de l'équipe enseignante. Les résultats qu'ils fournissent nous font vraiment plaisir. Nos enfants travaillent. Tout ce que nous demandons à nos enfants, c'est de suivre et de respecter leurs professeurs. Ne pas écouter la langue dehors. Être très respectueux parce qu'ils apprennent ici non seulement le savoir, mais aussi ils apprennent à être des hommes. À quelques kilomètres du centre-ville, à proximité du village de Goroké, l'Université Polytechnique de San Pedro, ce temple du savoir organise la 4e édition des rentrées scientifiques, occasion de valoriser le potentiel pédagogique et associatif de cette université. Depuis l'ouverture de l'université en 2021, le président a mis en place une équipe pour permettre de pouvoir encadrer nos étudiants, de leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir leur passage à l'université de San Pedro. Moi, en tant que secrétaire général, je me suis entouré d'une équipe qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de faire en sorte qu'à l'université de San Pedro, il n'y ait pas d'abord de syndicats d'étudiants pour nous permettre de pouvoir mieux les canaliser. Vous voyez que depuis 3 ans, 4 ans maintenant nous existons, il n'y a pas de syndicat d'étudiants et ça ne pose aucun problème à l'université de San Pedro. Nous fonctionnons très bien. À l'université de San Pedro, l'excellence exige une vie estudiantine disciplinaire et exemplaire. Ici, que ce soit avec les membres de l'administration, tout comme les enseignants, nous avons de très bons rapports. Ce sont nos enseignants, nos proches et ce sont les personnes envers qui nous nous tournons lorsque nous avons des problèmes. Alors tout se passe bien. Au niveau des différents UFR, il y a ce qu'on appelle des délégués et des délégués par niveau. Ces délégués-là sont réunis en un conseil. Donc, quand nous avons une préoccupation, ou bien quand nous avons remarqué un problème, ou quand nos amis ont remarqué un problème, ils soumettent ces problèmes-là aux délégués. Et le délégué prend compte de ça. Et les délégués se réunissent. Le personnel enseignant et de l'administration tape beaucoup. Je dirais que c'est le règlement intérieur. Règlement intérieur que lorsque tu viens t'inscrire à l'université de San Pedro, tu prends la peine de lire entièrement et signer.
Donc c'est dire déjà que quand tu entres dans l'université de San Pedro, tu adhères. Marie-Stéphanie, nouvelle étudiante orientée à l'université de San Pedro, a rendez-vous à la conciergerie. Elle entame le processus pour son admission à la cité universitaire. Bonjour monsieur, je suis placée pour l'inscription. On m'a dit que j'ai besoin de 4 fiches à retirer à la scolarité. Est-ce que vous avez le dossier d'abord? Oui. Le dossier? Oui. On m'a demandé ma fiche quitus, une fiche de demande de logement et une fiche d'engagement, ma pièce d'identité et la pièce d'identité de mes parents. Franchement, tout se passe bien ici. Non loin de là, les résidences estudiantines gérées par le Centre régional des œuvres universitaires CROU de San Pedro. Ici, sont logés sans intermédiaire 814 étudiants pour une capacité d'accueil de 1000 lits. Ces pensionnaires sont issus des UFR et des écoles d'ingénierie et classes préparatoires. Je suis dans cette école, ça fait déjà 3 ans. Et j'ai obtenu cette chambre d'abord. Durant les vacances, on a fait une inscription en ligne pour faciliter les inscriptions. Et durant le processus, c'était vraiment facile à le faire. On s'est inscrit très facilement. Et à la rentrée, ils ont demandé à ce que nous déposions les dossiers. Nous avons déposé les dossiers. 2 jours après, on a obtenu nos chambres. On a payé les cautions que nous devons payer. Et on a obtenu nos clés. Il faut vraiment valider, pouvoir passer en année supérieure pour avoir la chambre. Et puis, l'année passée, tu as bien entretenu ta chambre. Il n'y a pas de souci, tu auras ta chambre cette année. Les agents du cours sont très bien organisés. Voilà, ils ont tout mis à notre disposition. Quand nous sommes arrivés, voilà, les chambres étaient déjà propres. Nous aussi, nous devons aussi aménager, c'est-à-dire nettoyer, rendre ça propre pour que l'année prochaine, voilà, les cadets aussi puissent venir trouver ça. Pour un bien-être des étudiants de l'Université polytechnique de San Pedro, le Centre régional des œuvres universitaires prône la proximité. Nous ne connaissons pas de phénomène de syndicat. Et cela a l'avantage des étudiants, parce que ça permet aux étudiants de se concentrer sur les études et de pouvoir maintenir l'année académique. Parce que lorsque l'année académique est respectée, nous, en tant que cours, ça nous arrange parce que nous pouvons mieux élaborer nos programmes d'activité. Nous avons fait les commissions d'hébergement qui respectent les critères d'âge. D'abord, il faut être étudiant. Et après, il faut le mérite. Dans ce sens-là, nous faisons un travail de proximité avec nos étudiants pour que tout ce qui doit se faire, ils soient informés, communiquer avec eux et anticiper. La discipline, le renforcement de la compétitivité et l'option d'une vie universitaire sans syndicat s'inscrivent dans la vision de Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro. Notre vision s'inscrit dans une logique de perfectionnement permanent, continu, de sorte que cette jeunesse que nous avons à former n'ait pas à envier quelque chose aux autres. Expliquer aux jeunes, comme vous avez vu aujourd'hui les journées scientifiques, ce pourquoi ils sont là et quelles sont leurs attentes. Quelles sont nous, en tant qu'éducateurs, nous attendons d'eux aussi. Parce qu'il faut comprendre ce pourquoi on est là, je suis là pourquoi et qu'est-ce qu'on m'offre comme formation. L'Université polytechnique de San Pedro enregistre avec ses réformes un taux de réussite de 86,96% aux concours nationaux et internationaux. Une note d'espoir pour une université publique qui s'inscrit dans un élan de performance avantageuse pour la communauté. Une université qui s'inscrit aussi pour une vie estudiantine bien organisée. Des germes d'amour pour participer à l'éducation des jeunes filles. Des kits scolaires et des dons numéraires ont été distribués dans la commune de Cocody pour encourager à la scolarisation de la jeune fille. Serge Pacomdidi et Khalil Diomandé. Ensemble, nous semons les graines d'un avenir meilleur, fondé sur la solidarité et l'amour. Un leitmotiv de l'association Résifil à travers son projet J'aime d'amour. Projet dédié à l'éducation des filles en difficulté, d'où ces dons de kits scolaires et en numéraire pour soulager les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire. J'ai reçu une enveloppe, plus vraiment les cahiers. Je suis très reconnaissante. Ça me va droit au cœur. Quand j'ai été contactée que je devais recevoir un kit, j'ai loué Dieu. Soutenu par certaines organisations dont l'ONU Femmes et l'International Youth Fellowship,
Le projet J'aime d'amour vise à prêter main forte aux jeunes filles dans leur parcours académique en leur offrant les moyens nécessaires pour réaliser leurs ambitions. Nous nous sommes dit, dans un élan de solidarité, pourquoi pas aider quelques familles. Nous travaillons sur 3 thématiques spécifiques, l'éducation, la santé et l'autonomisation axée sur la formation. Tout le monde a vraiment le droit d'aller à l'école. Et quelle que soit la situation socio-économique des familles, il faudrait les encourager, aider justement ces familles-là à mettre leurs filles à l'école. Exhorter la jeune féminine à être un modèle inspirant pour les nouvelles générations, promouvoir l'éducation et l'égalité des chances sont entre autres les missions de l'association Résifil. Une fille et vous éduquerez une nation entière. En milieu agricole, on dira que scolariser un enfant, c'est transformer l'avenir des filières. C'est en tout cas l'ambition que vise la société coopérative agricole de Yakassé à Tobrou avec 295 kits scolaires distribués aux enfants des producteurs de cacao. Jean-Louis Gbongbo rapporte ces images d'Adzopé. Cette initiative dénommée Remédiation indirecte s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Ces brouettes permettront en effet aux parents de transporter eux-mêmes les charges et les récoltes sans avoir à impliquer leurs enfants dans ces travaux pénibles. Quant aux kits scolaires, ils sont destinés à soulager les parents et surtout permettre aux enfants de ces producteurs d'aborder cette année scolaire avec sérénité. Au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait plus que les enfants soient dans les rues, que les enfants soient dans les champs. La place des enfants, c'est à l'école. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que mes enfants ont reçu les kits scolaires à travers la coopérative et ses partenaires. Je remercie beaucoup la coopérative pour son travail bâti et aussi ses partenaires. Outre la lutte contre le travail des enfants, la coopérative agricole de Yakassé à Tobrou est impliquée dans la promotion des bonnes pratiques agricoles, la formation des producteurs et l'autonomisation des femmes. Engagement qui lui a permis de remporter le prix d'excellence 2024 de la meilleure coopérative agricole de culture pérenne et d'exploitation. Cette première à présent, l'investiture du premier président de l'association des maçons de Bouaké, une organisation afin d'améliorer les conditions de vie des professionnels de ce métier. Laure Goretti et Charles Tatou. Les maçons de la ville de Bouaké se sont regroupés au sein d'une association dénommée AMB, Association des maçons de Bouaké. Nianou Sinali est le nouveau président de cette organisation nouvellement constituée. Le nouveau président veut mettre un accent particulier sur la formation des maçons de la ville de Bouaké. C'est de sensibiliser les gens. Pour le moment, il n'y a pas confiance sur les maçons. Les jeunes gens qui viennent s'ajouter à nous, pour le moment, ils refusent d'apprendre le métier. C'est-à-dire qu'ils vont taper sur toutes les portes. C'est quand il n'a plus d'espoir, il vient ménager ciment un jour, 2 jours, et il est maçon. Donc maintenant, on veut essayer de les encadrer, de les former. Le président de la Chambre des métiers de Bouaké et le représentant du conseil régional de Bouaké ont également encouragé les maçons à faire preuve de sérieux dans leur travail, tout en les exhortant au comportement irréprochable. Ils ne sont pas organisés. Par exemple, lorsqu'on construit le stade municipal de Bouaké, ils sont venus me voir pour trouver des maçons. J'ai cherché, je n'ai pas eu. C'est un corps de métier qui est difficile à cerner, mais s'ils ont décidé de se mettre ensemble, je crois que c'est moi le plus heureux. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, demande aux citoyens d'être des citoyens responsables. Donc ça part du sérieux qu'ils font à travers les constructions qu'on leur donne. À travers cette nouvelle dynamique, l'AMB vise à faire rayonner le secteur et à garantir un avenir meilleur aux artisans de la construction. Que serait une société sans organisation? Intéressons-nous à présent à l'économie bleue. Entendez par là tout ce qui se rapporte à l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques. Un forum régional s'est tenu sur le sujet. Il rassemblait des jeunes Africains avec l'ambition de promouvoir une économie bleue durable et réduire la pollution plastique en Afrique de l'Ouest. Les explications de Anaël de Crisa et Alexis Ouetraogo. Plus de 80% des déchets dans les océans sont d'origine plastique.
Une pollution qui menace à la fois la pêche et le tourisme, avec des effets néfastes sur les espèces marines essentielles. Jeudi dernier, à Abidjan, à l'initiative de l'ONG Blue, une vingtaine de jeunes venus des 4 coins de l'Afrique de l'Ouest ont planché sur ce fléau. Nous avons au minimum 70 000 microplastiques dans notre organisme. Ce sont des choses qui sont cancérogènes. Nous devons nous engager à préserver notre environnement. Préserver notre environnement peut passer par faire le tri de ces déchets, réduire son utilisation de plastique. Tous ces gestes assez simples peuvent sauver notre environnement. La lutte contre la production excessive de déchets plastiques est une solution à la problématique des changements climatiques. Elle nécessite l'implication des jeunes qui représentent la moitié de la population ouest-africaine. Encourager les jeunes qui viennent d'une dizaine de pays à apprendre, à échanger, à créer des solutions parce que nous savons qu'ils sont au cœur de solutions. Dans le monde, environ 500 milliards de sachets plastiques sont distribués chaque année. Ils sont utilisés en moyenne pendant une vingtaine de minutes, puis jetés dans la nature qu'ils polluent pendant plus de 400 ans. Nous à présent dans la ville de Lakota qui retient 2 projets majeurs pour améliorer les conditions de vie des communautés rurales de cette ville. Donc 2 projets, une initiative qui s'engage à fournir de l'eau potable, des formations à l'hygiène et aussi des installations sanitaires dédiées aux producteurs de cacao et aussi à leurs familles. Ce commentaire de Sidonie Davila nous en dit plus. Le projet eau, hygiène, assainissement à l'école pour le changement communautaire à Goberi et à Douzéba, dans le département de Lakota, vise à fournir de l'eau potable, des formations à l'hygiène et des installations sanitaires aux producteurs de cacao et à leurs familles. D'une durée de 12 mois, ce projet prévoit l'installation de nouveaux forages dans 2 communautés rurales. La formation de 500 élèves et enseignants aux bonnes pratiques de l'hygiène, ainsi que la formation et l'encadrement de 20 femmes à la culture maraîchère. Aujourd'hui, nous avons vu l'engagement des différentes parties prenantes donc, à ce projet, se mobiliser donc, pour cette initiative, pour donc, le bonheur des populations qui ont véritablement donc, besoin d'eau potable, qui ont besoin de latrines au niveau donc, des écoles. Et nous sommes disponibles donc, à accompagner donc, cette initiative. Donc, comme je l'ai dit, au bénéfice donc, des planteurs, donc producteurs de cacao dans la Côte d'Ivoire. Le second projet qui sera financé par Habitat for Humanity Canada est intitulé « Renforcement de la résilience grâce à l'accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance ». Avec ces 2 initiatives, Habitat for Humanity Côte d'Ivoire et ses partenaires entendent ainsi donner un coup d'accélérateur à la lutte contre la pauvreté dans le département de Lakota. Une campagne sanitaire à Fronan, nous sommes dans la commune du département de Katiola, donc une campagne d'information sur la santé bucco-dentaire et cardio-métabolique, une campagne sanitaire qui s'étend donc à l'information, la sensibilisation et des consultations gratuites. Le reportage de Djeneba Ouattara, commenté par Kader Sogodogo. Séance d'information et de sensibilisation sur la santé bucco-dentaire et les maladies cardio-métaboliques à Frona, commune du département de Katiola. L'initiative est du premier magistrat de la localité, Kinapara Koulibaly, avec le soutien du ministère de la Santé, à travers le programme national de promotion de la santé bucco-dentaire. Donc, elles ont la chance, grâce à ce programme-là, donc d'avoir des soins gratuits. Venus de toute la sous-préfecture de Frona, les populations ont été dépistées de la carie, de l'hypertension artérielle, du diabète et prises en charge gratuitement. Je remercie Koulibaly Kinapara. Ce qu'il a fait pour nous, je ne sais pas comment le remercier. On a fait protéger sur moi. Je suis très contente parce que ça m'arrange beaucoup. Je ne peux pas rire devant les gens. J'étais obligée de fermer ma bouche avant de rire. Aujourd'hui, je ris comme je veux. J'ouvre ma bouche comme je veux. Cette caravane dénommée Caravane du Nord, qui a déjà sillonné plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, vise à rapprocher la santé bucco-dentaire des populations, selon le directeur coordonnateur de ce programme. Une carie peut entraîner problème au cœur, au rein, donc pour éviter ces complications, on leur dit simplement de fréquenter un dentiste au moins une fois par an. Les autorités préfectorales et sanitaires encouragent l'action et invitent les populations à fréquenter le centre de santé et à s'approprier les conseils reçus en vue de leur bien-être.
Et voilà, de beaux sourires qui redonnent vie aux populations. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la consolidation de la paix sociale par le dialogue et la négociation. Il se tient ce jeudi la première réunion du comité consultatif de la fonction publique. Il se planche sur les nouvelles préoccupations d'ordre corporatiste et des fonctionnaires et agents de l'État. Nous poursuivons avec l'actualité hors de chez nous au Congo, Brazzaville. Les ministres sont privés de voyage jusqu'à la fin de l'année 2024. Mesure économique qui vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît des tensions de trésorerie. Ces dernières années, on le rappelle, le budget de l'État a été revu à la baisse. Il était de 4 milliards d'euros cette année contre plus de 6 milliards en 2020. Sur le vieux continent, en Europe, Volodymyr Zelensky présente un plan de victoire qui exclut de céder du territoire à la Russie et exclut aussi d'accepter un gel de la ligne de front pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Moscou a immédiatement rejeté ce plan qui sera à l'agenda des discussions de la réunion ministérielle de l'OTAN qui débute ce jeudi à Bruxelles. Et aujourd'hui, donc à Bruxelles, à son arrivée à cette réunion, le président ukrainien a affirmé que son plan de victoire visait à placer son pays dans une position de force face à la Russie afin d'être en bonne posture pour des négociations. Et c'est ici qu'on s'arrête pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI 1.